reprendre, nous allons reprendre notre cours qui se base pour le moment sur les populations du Congo. Donc, pour étudier la génétique des populations, nous avons pris cet exemple. Vous vous rappelez au début, on a posé la question à chacun de nous. C'est un exercice que vous allez faire de dresser l'arbre généalogique que vous avez en précisant aussi les lieux de naissance de ses parents. Puisqu'on a vu la génétique, l'environnement sur le phénotype. Alors, en ce qui concerne le stock génétique qui est au Congo, on a l'avantage au Congo d'avoir ce qu'on appelle un stock génétique homogène. Le stock génétique homogène du Congo est caractérisé par le fait que la majorité de la population congolaise n'est bantou. Ça, c'est un avantage aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la génétique, c'est un avantage aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont des questions d'examen. Vous connaissez bien ça. Pourquoi c'est un avantage d'étudier aujourd'hui la population génétique du Congo? Si possible le problème, parce que la population génétique du Congo constitue un groupe génétique homogène, génétique homogène. Et évidemment, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, comme je vous ai dit, pour l'étude des populations, l'anomalie génétique qui va nous servir d'exemple, c'est évidemment la drépanocytose. Parce que la drépanocytose est encore génétiquement homogène en République démocratique du Congo, RDC. Pas tellement au niveau de l'Angola. Qui sait me dire pourquoi? Je dis que nous, au Congo, on a justement cet avantage-là. C'est pour cela que c'est heureux, moi, de voir que parmi nos étudiants, il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à la biologie moléculaire, qui vont faire la biochimie et puis qui vont devenir des experts de la biologie moléculaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la population des au Nigeria, différence, est-ce que nous allons trouver des populations drépanocytaires au Nigeria et en RDC? C'est que le Nigeria, c'est le premier pays africain, c'est le premier pays africain qui a le plus grand nombre de drépanocytaires. C'est qu'au Nigeria, ils ont plusieurs ethnies, ils n'ont pas l'haplotype, vous vous rappelez les haplotypes, ils n'ont pas tous le même haplotype. Contre en RDC, 19, on va dire non 99, c'est là, 5% des trépas égale ça signifie que nos drépanocytaires sont tous porteurs du marqueur génétique dans le corps, au 20%. Maintenant, si vous allez par contre au Nigeria, vous allez trouver qu'il y a par exemple 30% qui ont un bénin, bénin, et vous allez trouver au Nigeria, on va dire 50, 60% qui ont, voilà, plus le nom de là. Et vous allez trouver aussi un type, il a dit, voilà. Donc là, au Nigeria, vous allez trouver trois haplotypes. La conséquence d'avoir trois marqueurs génétiques. C'est trois, c'est qu'il y aura un croisement des populations et donc on aura des haplotypes intermédiaires. Intermédiaires. Pourquoi? Parce que le Bantou peut se croiser avec le Bénin, le Sénégalais avec le Bénin et ainsi de suite. Par contre, en Afrique centrale, en particulier en RDC, et je dirais aussi en partie
en Brazzaville, nous allons trouver des populations qui ont le même apprenti par c'est de dire l'avantage d'avoir un stock génétique homogène. Continue, puis je vais revenir à la question. Comment vous faites ça? Et c'est dans les pays où il y a plus de noirs qui ont la drépanocytose. Ces noirs qui ont la drépanocytose n'ont pas tous la même type bantou. Ils ont des types mélangés ou sénégalais, béninois, et même par rapport à bien, vous rappelez la vice-présidente candidate de l'élection c'est une noire, bien, puisque sa mère était d'origine indienne. Donc, elle, même si je n'étais pas en stress, je dis, ah, si, hein, c'est un exercice. Noir, par exemple, tout bien sénégalais, mais ça, c'est par rapport au diable. Nous allons aller du continent, la Tanzanie, et à l'ouest, l'Angola. C'est toujours quelque chose de particulier qui est différent de la RDC. Réfléchissez. Je vous laisse quelques secondes pour vous permettre de réfléchir et j'aimerais bien avoir une réponse. Je vous ai dit que l'étude de la génétique des populations, on doit avoir aussi des notions de la géographie. Qu'est-ce qui fait que géographiquement, on a des différences entre ces pays que je viens de vous citer? Il n'y a pas de temps. La RDC n'a 30 kilomètres d'océan, seulement 30 kilomètres. Le Nigeria a des côtes assez importantes. Vous allez au Kenya, ils ont une côte importante. La Tanzanie aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les populations qui sont sur les côtes ont eu des contacts, etc., déjà avec d'autres populations qui ont des appétits différents. En l'occurrence, ils ont eu du contact avec les Indiens, les grands qui avaient des bateaux, les Hollandais, les Portugais. C'est ce qui explique que étudier la drépanocytose en Angola, oui, c'est possible, mais pas dans toutes les parties de l'Angola. Pourquoi? Dans MDC, les mélanges avec les populations européennes extra-africaines ont eu lieu à partir de la colonisation. Et avant cela, les populations congolaises étaient restées entre elles, c'était l'Empire Congo. Donc, on se mariait surtout entre Congolais. Et ça, c'est un avantage génétique. Pourquoi? C'est un avantage génétique parce que si on veut étudier aujourd'hui, question d'examen, ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la drépanocytose, il faut l'étudier dans son contexte où elle est apparue. La drépanocytose est apparue, on pense, il y a environ 10 000 ans. Elle est apparue dans des zones différentes. C'est ça, c'est apparu dans des foyers différents. Foyer qu'on appelle foyer béninois, foyer sénégalais, foyer centrafricain ou bantou et un foyer arabo-indien. Donc, on pense que ce sont des mutations qui sont advenues en même temps ou dans des temps différents, mais dans des régions géographiques différentes. Et donc, ça nous donne un avantage. C'est que nous, dans le Congo, nous sommes restés une population homogène pendant, et maintenant les choses changent. On a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois. Vous savez, on estime qu'il y a plus de 300 000 Indiens et Chinois en RDC. Alors ça, on y pense. Moi, je viens
Bon, je vais récemment, j'étais quand même surpris, je commençais à voir de plus en plus de Chinois. Disons, bientôt, nous aurons des populations mélangées. Là, toujours une parenthèse. Mais voilà. Moi, j'ai eu des papiers buvards qui venaient du Congo central. J'ai trouvé parmi les papiers buvards et aussi même parmi les malades que j'ai vus, une maladie qu'on avait, je pense, je voulais aussi que sur la réponse génétique, on a une mutation, et je vous ai dit que la drépanocytose est une mutation qui est le standard des maladies. Donc, si vous êtes dans la je vous ai montré des images, euh, voilà, tout un monde, bon, plus de drépanocytose, suppose drépanocytose. On a des maladies, on a même des l'hyperglycémie, c'est une mutation qu'on trouve surtout dans le bassin méditerranéen, donc dans les populations italiennes, espagnoles, libanaises, c'est tout, puis nord-africaines. Mais on trouve ce gène-là aussi, moi je l'ai trouvé du moins, dans les populations d'origine angolaise. Et on le trouve surtout l'est du continent africain. Pourquoi? Parce que la bêta-carotèmie, elle est bon. C'est une maladie qu'on retrouve aussi chez les Indiens. Comprenez le rôle de l'océan. Nous avons eu une autre l'océan Atlantique, le Pacifique, et puis nous avons aussi les Indiens qui sont dans l'océan Indien. C'est ainsi que en Tanzanie, au Kenya, mais c'est on retrouve très peu en Afrique centrale, très peu, sauf évidemment lié aux migrations récentes. Donc voilà l'intérêt d'avoir un corps génétique homogène. On peut étudier la drépanocytose dans sa version originale et faire ce qu'on appelle écrire l'histoire naturelle de la drépanocytose. Alors, quels sont les facteurs qui influencent justement le mélange de ces gènes? Il y a plusieurs. Il y a d'abord les facteurs qui sont dus au fait que, comme ça, vous allez retenir une certaine définition. Selon moi, tout dépend de la façon dont les gens ont se marient. La génétique des populations, c'est la génétique de la reproduction des populations. Adam engendre un tel, Cain est vrai, de Cain il y avait naquit, et ainsi de suite. C'est la même chose ici. Alors, quels sont les facteurs qui vont intervenir? Le système immunitaire, évidemment. Alors, supposez que vous avez une population qui, je donne l'exemple de, j'étais dans un pays, Qatar, au Qatar, dans les pays arabes, le système matrimonial, c'est ce qu'on appelle le système matrimonial, mais aussi au Maroc, une partie du Maroc, une partie des pays non musulmans, ils ont un système matrimonial qu'on appelle endogamique. Ça signifie qu'on se marie seulement dans les mêmes ethnies. Et en plus, le système endogamique, on va le distinguer, on va le discriminer pour être plus précis. Le système consanguin. Voilà. Quand on parle de consanguinité, c'est le mariage entre coussins. Ça signifie que Chihuahua a son enfant à Canada. Mujinga, la sœur de Chihuahua, a une fille, Chibola. Tabea va marier Chibola. Ça, c'est ce qu'on appelle les mariages consanguins entre cousins. Bon, vous savez que le droit est défini pour la hypothèse, c'est que maintenant, ce qu'on a l'inceste, c'est que ça vient à l'université. Ça c'est un but. On va au-delà de la nature.
Mais ce qui se passe souvent, c'est entre cousins. Ça s'appelle mariage consanguin. Et nous, c'est le système endogamique. Ce n'est pas nécessairement une sensation. Donc, je voudrais bien que vous puissiez différencier la nuance entre endogamie et consanguin. C'est vraiment très proche. Frères et sœurs. En endogamie, ce que nous avons, nous, ce sont des petits faits entre les gens du même clan. Bon, je ne sais pas si vous avez des profs d'ethnologie, de trucs. Parfois, on non. Ça signifie le même groupe là, ils ne sont pas nécessairement tous des cousins, mais ils sont proches. Alors, le professeur André le disait la fois passée, et le disait d'ailleurs, je pense, lors de la journée mondiale de la drépanocytose, qui connaît, qui nous cherche plus d'une centaine d'enfants et de femmes. On va revenir sur ça. Ça signifie quoi? Tous les membres de son âme doivent chacun lui donner, par exemple, cette première ligne, qui vont seulement l'avenir pour bien dans la balance. C'est un système endocarique. Le gène ne va pas beaucoup se diluer, il va rester confiné, le même gène. L'avantage, c'est lequel? Bon, ici, on a vu tous les petits Allemands, pour rappeler Hitler, la race ariane, blond, bon, vous allez dire, ça, c'est un peuple pur, parce que tous se ressemblent, les yeux blonds, tous forts. C'est le peuple pur. La génétique. S'il vous donne certains avantages d'un côté, il y a malheureusement des différences. C'est l'avantage du phénotype hémoglobine S. Nous y reviendrons justement en parlant de la sélection des populations. L'avantage de l'hémoglobine S, c'est que cette hémoglobine S n'est pas assez digeste pour l'agresseur qui s'appelle plasmodium falciparum. Et donc, les globules sur l'hémoglobine existent et ne sont pas facilement détruits dans l'agresseur du plasmodium falciparum. Et à la longue, ceux qui résistent, vous vous rappelez ce que je vous dis, Darwin, Samuel Hoffman, dans la vie, là, il y a une réponse. C'est déjà notre le fait de la blâme qui disparaît. Donc, ça, c'est ce qui explique justement cet aspect de la consanguinité. Alors, la consanguinité a apporté des problèmes. La consanguinité en Afrique, dans le nord, Mexique, Canada, Maroc et tout, ils sont disponibles. Ils consomment dans le même. Vous savez, un pays comme l'Italie, en Italie, il y avait beaucoup de cas de l'état civil, hein, l'état civil de drépanocytose, surtout dans les îles. On pense aux îles, par exemple, on va publier, on va, Sicile, drépanocytaire, et surtout de l'état thalassémique. L'habitat thalassémique, c'est une maladie qu'on appelle ici anémie méditerranéenne, qui est sévère. Je dirais même que c'est un aspect plus sévère que la drépanocytose parce que eux, il fallait les excuser tout le temps, tout le temps, tout le temps, excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Mussolini a fini ce qu'on appelle le taureau de Cusco, vous est allé à la forme de la porte, là, comme de, il a relié le nord
au sud, les membres du pays, qui a fait, qui peut-être les 500 voitures par exemple, ils doivent produire beaucoup de voitures au nord et ils n'arrivent pas à les souligner. Les Siciliens sont une bonne partie du sud. Donc, les Siciliens ont une ville du sud. C'est une île. Les gens qui vivent sur l'île ont s'installer entre eux, sortir de l'île, c'est aborder l'océan, les dangers de la mer, et ainsi de suite. Donc, les Siciliens, en bougeant et en allant au nord, ils ont une qui a commencé à se faire les Siciliens, les Romains, les Siciliens, les Vénitiens et tout. Et donc, ils ont eu ce qu'on appelle dilution, la dilution du flux, dilution chaîne qui est programmée dans la population sicilienne qui était responsable de la guerre de la Syrie a été diluée par les croisements avec les gens qui n'en avaient pas. Exemple typique aujourd'hui, il veut servir de cette dilution des chaînes après six, on va dire, 8 générations. Les exemples typiques sont les Noirs. Il y a 200 ans, lorsque les Noirs américains, donc les Noirs sont venus de l'Afrique et qui ont arrivé aux USA, la prévalence de la drépanocytose, du trait d'arrêt chez les Noirs américains, à 200 ans, était autour, on va dire, 25%. C'est pour le choix de l'Amérique. Au Nigeria, au Congo, et ainsi de suite. Ils sont arrivés en Amérique. En Amérique, là, Cassius Clay a dit un jour, hein, j'aimais beaucoup Cassius Clay au Mohamed Ali. Il a dit un jour, vous savez, qu'il a se battre au Vietnam, il a trouvé du nom. Et lui, c'était le gars qui voulait montrer la ceux qui ne le connaissent pas, un des meilleurs champions de boxe dans le monde. J'étais fanatique de Cassius Clay. Donc, j'ai lu tous ses livres, j'avais un film et tout, etc. Donc, pour notre époque, c'était des Noirs que nous aimions beaucoup. Et il y avait le slogan Play Beautiful. On était fiers d'être noirs. Nous étions fiers d'être noirs. Bon, on était fiers d'être noirs. S'il vous plaît, il se disait qu'il ne se laissait jamais pas des grands c'est non. Ça, il voulait vraiment prendre la revanche du noir qui était transformé en esclave. Là, qui a vu ceci? Donc, dans ces domaines, il avait 8% de sang caucasien. Caucasien signifie le sang européen, Caucase. Le Caucase, c'était cette partie du nord, là, de l'Europe. Et la vie un jour, tu passes comme j'ai envie de passer le sang, les 10% de sang caucasien qui coule dans mes veines. Voilà. Je ferme la parenthèse. En fait, il faut vous dire qu'avec la migration, on se retrouve loin, on commence à se marier différemment, on diminue le gène et donc on réduit les risques des maladies. On commence à avoir des yeux bleus, mais on n'est pas blond, on a les cheveux noirs. Parce que les Siciliens avaient les cheveux noirs, et ainsi de suite. On se mélange. Bon, retenez, selon le système patrimonial, les gènes vont se mélanger ou pas. Ils se mélangent très peu dans le système endogamique. Et le système endogamique, du moins dans l'expérience que j'ai, et j'ai l'impression qu'il est fort dans certaines parties de la RDC. En tout cas, au Kassai, oui. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Les Ménacages, les Ménacages, etc. Le Kassai, il est fort. À l'Est, je ne sais pas très bien.
Au Congo central, vous savez que le Congo central, c'est un système matrilinéaire. C'est la famille, donc eux, c'est l'oncle qui commande. L'oncle, le frère de la maman. C'est un système matrilinéaire. Ils ont certainement d'autres maladies aussi que nous avons peut-être déjà vues. Je vous le dis en passant. Par exemple, au Congo central, on a trouvé des maladies liées aux mitochondries. La maladie liée aux mitochondries, c'est un organe central électrique, donc des maladies, tout problème d'énergie. Mitochondries servent à produire de l'énergie. Quand cette énergie fait défaut, on peut avoir un instituteur qui ne se contracte pas bien, on peut avoir des problèmes. On a trouvé, par exemple, qu'il y avait une certaine subtilité qu'on trouvait surtout dans les populations du Congo central. On ne comprenait pas comment se transmettait cette maladie caractérisée par la surdité, un petit déficit aussi, parce que quand on est sourd, ça signifie qu'on n'entend pas les paroles et tout, etc. Et on a découvert que c'était une maladie mitochondriale. Les mitochondries, nous avons vu que les mitochondries sont surtout les mamans qui les transmettent. Et donc, on ne comprenait pas la façon dont on trouvait tantôt un enfant qui était malade, tantôt un autre dans notre famille. On s'est dit, mais attention, au Congo central, c'est matrilinéaire. Et donc, on a compris que c'était transmis par les mitochondries. Pour comprendre ces limitations endogamiques, mais le système aussi peut être exogamique. Il y a des tribus où, je pense, par exemple, du moins l'histoire, hein, maintenant vous allez me corriger. Chez les Tétélas, c'était des guerriers. Les femmes, ils les prenaient dans les endroits qu'ils allaient conquérir. Et donc, lorsque vous prenez, par exemple, un guerrier, Gongo, ou encore Poya, les terres de Sécolodel, ils allaient conquérir, ils descendaient, ils passaient, ils prenaient. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont des femmes qui ne sont pas nécessairement définies, on va dire, look, hein, mais il fallait des femmes là où ils avaient fait des conquêtes et ils avaient des enfants avec ces femmes. Ça, c'est le système exogamique. Donc là, c'est le mélange des gènes. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Pour vous-même dans la pratique, vous allez remarquer que les, euh, les jeunes se déplacent de plus en plus maintenant. Le photo actuel, on avait deux ou trois universités. On n'avait que trois universités. Kisangani, Kinshasa, et vous ne pouvez pas faire. Mais donc, les Seigneurs, vous n'avez qu'à aller à Kumbashi. La France de d'ailleurs. Ou bien encore vétérinaire qui garde plus, je pense que vétérinaire, c'était seulement à Kumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous tous, c'est des data, on colombo, nos concipaux, etc. Un grand pays, il a mélangé les gens. Et lui, dans son petit, le gouverneur ne fait pas de recherche. Il a mis un Lingala au Katanga, il a mis un Kassaïen au Congo central, etc. Lui, c'était sa politique. Logiquement, les gens se sont mélangés. Et donc, ça, c'est un système exogamique. C'est ce qui se passe en général lorsque vous voulez étudier la République, le mouvement des gènes dans une population. Il faut savoir la capitale d'un pays en général, on retrouve toutes les ethnies. C'est pas vrai seulement pour le Congo, hein, mais pour l'Afrique. Hein. C'est vrai aussi, par exemple, pour le Portugal, le Brésil, et lorsqu'ils ont voulu étudier la représentation des gènes selon les ethnies, ils ont étudié dans la capitale. Et c'est ce qui s'est passé en Europe aussi. Hein. Vous allez à Rome, vous trouvez des Siciliens, des Vénétiens, vous trouvez un peu de tout. Yves, c'est la même chose. Vous trouvez, dis-moi, je viens de Marseille, l'autre vient je sais pas, comment ça fait, si, là où ils sont. Non, ça ne me vient pas. Voilà. Ça, c'est ce qui explique justement la représentation nationale au niveau de la capitale. Donc, retenez-le, nous l'avons fait.
Lorsque nous avons étudié la drépanocytose néonatale, assez intéressant que je vous en parle. Je suis désolé, alors, des exemples courts que vous serez, on ne parlera que de la drépanocytose. Nous avons remarqué, par exemple, justement, que lorsqu'on prend les grosses sortes ethno-géographiques, vous vous rappelez des corps, lesquels? Ethno-géographiques ou ethno-géographiques du Congo. On avait les Bangara, nous avions les Swahili, les Luba et nous avons les Congos. Les Congos sont à l'ouest. Nous avons remarqué que la prévalence néonatale se passe de voler par exemple 13%. C'est ce qui me dit quoi? L'ouest, l'ouest, nous avons une prévalence néonatale on va dire 15-17%. Et au centre, 17%. Ici, je vois 16-17%. Alors, la différence, vous voyez, là, la prévalence du gène bêta-10, ce gène en bêta-10, derrière la différence de l'Ouest. Lorsque vous regardez le flux génique, alors, la prochaine fois, je mettrai des diamants, ça, c'est espace. Lorsque vous regardez le flux génique du gène bêta-S, on est concentré à l'ouest et au fur et à mesure qu'on va avec l'est, il est un peu dilué ou diminue. C'est vrai aussi dans notre pays. On a trouvé qu'on a plus de drépanocytaires dans le Congo central, Sahel et une partie de l'Équateur. Quand on voit dans le grand niveau, on trouve moins de drépanocytaires. Vous pouvez me donner une raison? Il y a une raison fondamentale. Je vous dis là, le phénotype APS, c'est carrément pour éviter un agresseur. Il faut relire votre géographie. L'est du Congo, nous avons quoi? Nous avons la chaîne des montagnes, dans les montagnes et les lacs. Et dans la chaîne des montagnes, vous avez toutes les montagnes qui sont plus de 20 mètres. Le Kasaï, c'est une cuvette. Ce sont des montagnes et du Miladou. Le Katanga, c'est à 2020, 2200 mètres pour lui ici. Donc, on a moins de moustiques. L'est du Congo, on a moins de moustiques et donc on a moins de sélection de, de sujets. Je vous pose la question. Ça sera un exercice. Toi, puisque le malaria a eu un effet sélectif sur le gène. C'est un exercice. Vous allez faire avec les assistants. Il faut le passer par écrit. Donc, je disais ici, on voit déjà, par exemple, on a RDC, qu'à l'Est, la prévalence du gène est moindre au centre, à cause du bois et à cause des montagnes. La moins de malaria et donc on a aussi une moins de sélection du gène bêta-S. Je vous ai dit aussi que l'influence du système malarial, je donne un exemple, hein, il faut voir s'il est en Italie, il faut voir s'il est pas littéraire. C'est le papa qui décide, aussi c'est la maman qui décide. Voilà. Ça joue aussi sur ça. Après, l'autre facteur, comme je vous l'ai dit, ce sont les côtes. Qu'est-ce qu'ils voient en écran? Ce sont les côtes. Je vous l'ai dit tantôt que le Kasaï, c'est la nouvelle centrale. Euh, le Kivu, ce sont les montagnes. Et donc, l'environnement va jouer aussi un rôle là-dedans. Mais après, il y a aussi, évidemment, l'histoire et le mouvement des populations. Maintenant, dans nos pays africains, en particulier en RDC, il y a un grand mouvement de population.
il y a des populations chinoises. Les populations chinoises qui sont ici depuis déjà, lorsqu'on a réussi à faire le chemin de fer Matadi. Les ouvriers qui étaient là, une bonne partie, c'était des ouvriers chinois qui venaient travailler au Congo. Et logiquement, ils ont eu des enfants avec des Congolais. C'est pour ça qu'ils trouvent le gène Guitarel dans le Congo central. Il y a des Congolais originaires du Congo central qui ont des traits un peu chinois. Vous voyez, c'est parce qu'ils ont eu des ascendants. Ceux qui nous précèdent, sur des termes que je vous demanderai à l'examen, on a les ascendants qui sont différents. Et vous savez aussi qu'avec la colonie, on a commencé à avoir les premiers métissages, les premiers métis au Congo. Nous avons maintenant, j'ai oublié la question, on a une population congolaise métissée qui est quand même assez nombreuse selon l'histoire. On peut voir que à l'Équateur, il y a eu beaucoup d'Européens qui étaient arrivés là-bas. Ils ont eu des enfants avec les Africains, mais ils ne pouvaient pas les en Europe parce que c'était la honte et puis Amsterdam ne permettait pas. Et donc, tous ces enfants sont restés et puis se sont reproduits entre eux et tout, c'est rare de métis qui sont nés dans les liens portugais. Par exemple, selon l'empreinte géographique, on a eu un grand métissage de nos populations. C'est intéressant. Et donc, quand on fait la génétique des populations, n'oubliez pas, si vous avez un patient, je suis désolé, hein, mais le phénotype va vous faire penser et poser la question si vous n'avez pas des ascendants, par exemple, italien, grec ou portugais. Je donne un exemple. J'ai eu un enfant, un chinois, et sa maman dit plus qu'elle avait un peu clair comme ça, et cet enfant présentait une microcytose. Donc, une petite ligne rouge, ce qu'on a en détroit dans le cours des manteaux. Une microcytose. Les microcytoses, c'est un des signes typiques de la bêta-thalassémie. On distingue une bêta-thalassémie majeure de la bêta-thalassémie mineure. Alors, la bêta-thalassémie mineure est caractérisée surtout par ces globules rouges tout petits. Alors, cet enfant, on pourrait le faire, penser que c'était une anémie fébrile, microcytaire, etc., mais ça ne changeait pas. J'ai demandé l'examen à la maman, j'ai demandé l'examen de l'enfant aussi, et j'ai vu que la maman aussi présentait une microcytose, ainsi que l'enfant. Je pose la question à la maman, est-ce que, sur le terme qu'il faut utiliser en médecine, on utilise le terme exact, avez-vous des ascendants européens? Alors elle m'a dit oui, le grand-père, c'était un portugais. Alors, le gène, comme le gène noir, pris dans l'Afrique, noir, ça se dit pas comme ça. Et c'est ce gène-là que cette maman avec les ascendants portugais, donc Madame avait dit, ascendant portugais, là, puis son enfant ici, qui présente un mari, son mari, ici, merci, là, ça, microcytose. Vous voyez, là, étudier la génétique des populations. Parce que vous pouvez découvrir une maladie. Et pour la découvrir, j'ai pu poser la question. C'est pour ça que ce n'est pas faire de la discrimination, mais il faut savoir poser des questions s'il y a eu des ascendants différents de la population que nous suivons. Alors, il y a aussi une autre conséquence, c'est que on peut perdre son patrimoine génétique. Ah oui, on peut perdre le patrimoine génétique, c'est pour cela que en Afrique du Nord, et même dans le pays, un système endogamique en général, on ne veut pas perdre le patrimoine Makuta. Pourquoi? Si j'épouse
malgré les mots sont différents de notre langue, cependant que nous sommes des ça, nous parlons les gens sans surprise dans la libre service. Et ça, c'est pour préserver le bien souvent de Makuta. Mais on peut les faire, on ne peut pas les faire. Mais dans tout cas, on a un bagage génétique. Il y a des populations qui ont disparu. Et ça, pour nous, c'est une perte, c'est ce qu'on appelle la perte du patrimoine génétique. Quelles sont les populations qui ont disparu? Vous les connaissez? Bon, en Afrique centrale, quelles sont les populations qui ont diminué? Les pygmées. Nous, les Bantous, grande taille, nous sommes venus. Hein? Bon, c'est vrai aussi que nous nous sommes mélangés. Hein? Pas oublier hein? Qu'il y a des mariages mixtes, qu'il y a eu non, il y a les femmes, il faut des mélanges. C'est ça que nous avons des tailles différentes. Il y a quelques sortes de pygmées, toi, etc. Les pygmées, c'est le Gabon, le Congo, la RDC, une partie au Rwanda. Voilà, c'est une sorte de pygmée à diminuer. Nous, les femmes au sud, le nombre de ce qu'on appelle les Bushman, qui sont les équivalents de nos pays ont diminué. Sont ils sont fermés. C'est ça, les gens. Le maladie des médias, le bien aussi. Bien, Dios. Ils sont là. Et alors, les gens, qu'on gagne bien avec certaines populations, les chaînes qui vont se faire, une maladie. La génétique des populations, c'est une chose qui nous permet aussi de comprendre la relation entre les populations et l'environnement, environnement géographique, environnement atmosphérique, environnement, etc., et les maladies. Les Indiens ne connaissaient pas la syphilis. Les Européens ont amené ce gène-là, au moins on les a exterminés. Autre chose, ils ont amené l'alcool, et ça chez nous aussi. Hein. Nous, on est morts aussi de syphilis, tuberculose. Je dirais que la dissection n'était pas africaine. Hein. Ils sont venus de l'étranger, et donc, il y a des populations qui ont disparu. Retenez cela, ceux qui vont faire la musique vétérinaire à la place. Très bien pour les animaux, c'est facile puisque les animaux se reproduisent très vite. Si vous prenez des souris, en semaine, vous avez des souris qui naissent, tout, les poules, hein, au 20e jour, vous avez tout ça. Ça fait des différences. Mais cette population, il y a des populations qui ont disparu. Il y a des aborigènes, on appelle aborigènes en Australie. Ils sont appellent quelques noms. Ou encore des Esquimaux dans la partie nord glaciale. On n'en voit plus tellement, hélas, c'est comme ça. Ils sont, on n'en retrouve plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la perte du patrimoine génique. Avec les populations, nous perdons aussi culture, la langue, mais nous perdons d'autres valeurs aussi, notamment la religion et tout, etc. Donc, vous comprenez pourquoi il est urgent aujourd'hui dans nos pays, au moins pour nous, les Congolais, de faire une chose, de faire ce qu'on appelle une banque des ADN fondamentale. Vous savez, si nous voulons comprendre notre histoire, vous savez que quand on a décrit le sida, on s'est rendu compte qu'on a différents
Parce qu'on avait gardé les biopsies. C'est la même chose. Il faut garder l'ADN. Il faut garder l'ADN surtout de la population congolaise actuelle. Pourquoi? Parce que nous avons un stock génétique. Bon, c'est passionnant, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, ceux qui feront la génétique moléculaire, ils vont comprendre pourquoi c'est passionnant pour garder le stock génétique homogène. Parce que pour étudier les mutations, c'est plus facile si je connais l'allure normale de la présence des sensibles du pays. Mais quand je dis A, A, B, B, et puis C, C, A, A et tout, je suis un peu perdu. Quand j'ai une référence bien connue homogène, je peux étudier plus facilement une mutation qui apparaît et en étudier l'impact sur le phénotype. C'est pour cela que l'étude l'histoire naturelle de la drépanocytose, on va mieux l'étudier lorsqu'il y a un stock génique homogène. Voilà pourquoi ça m'adresse à ceux qui font la biologie et tout. Stock génétique, on ne jette pas les papiers noirs, on ne les jette pas, on les garde. Sur les papiers du bas, on est capable encore d'extraire l'ADN. J'ai dit qu'on extrait l'ADN sur des ossements, des choses qui ont daté depuis longtemps. Il ne faut pas les jeter, il faut les garder. On pourrait extraire l'ADN de la canonchière. La canonchière. Je peux parler. Vous savez que dans une partie du Kasaï, je ne connais pas l'endroit, mais enfin, vous êtes là, de les parents. C'est la partie qui est vers l'Angola. Nous avons une population euh, les droits. Il y a parmi nous des gens qui sont bruns. Ils sont clairs, tout naturellement, ils sont bruns. Eh bien, ils se retrouvent surtout dans une partie du Kassam. Ils ont des gènes particuliers. Je ne vous en parle pas que le brun, c'est une question au Kassam qui va avoir une prévalence de l'albinos qui est assez élevée. Alors, c'est intéressant d'étudier ces populations. D'étudier le phénotype, c'est par exemple, on va une biopsie cutanée. Pour celui qui va faire une recherche de thèse, hein, biopsie cutanée des corps. Biopsie cutanée. Les albinos, pourquoi? Parce que la couleur de la peau dépend de la concentration de la mélanine et de la distribution des mélanocytes. Donc, ce sont les cellules qui produisent la mélanocyte, la mélanine, le contenant mélanosome, mélanine. Alors, il y a une distribution différente. Et c'est pour cela qu'il y a aussi les albinos. Il y a des albinos qui sont, on va dire, l'albinisme généralisé et l'albinisme partiel. Généralisé. Par exemple, même chez les Européens, vous avez un albinisme partiel qui ne concerne que le pif de cheveux. De cheveux qui sont blanchâtres. Le reste, non, c'est normal. Sur les ça aussi, c'est des animaux, hein, oui, les lapins qui sont vinos. Et la limite au travail, on va manifester avec les couleurs des bon, les voilà, c'est quand même bien voir qui arrive une mission, le noir, les filles noires. C'est extraordinaire parce que c'est carrément, ça fait une ligne d'albinisme partiel. Ceux qui ont fait la génétique, biologie génétique moléculaire, tout, l'étude des orthophiles, l'anthropophile avec des yeux rouges, les orthophiles avec des yeux noirs. Et donc, c'est une forme d'albinisme aussi. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir si les noirs
n'est pas une mutation qui peut être celle que nous trouvons différemment chez les albinos. L'albinisme, c'est plusieurs mutations. Il n'y en a pas une, hein, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on décrit plusieurs formes d'albinisme. Et donc ça, je me dis, ça doit être très intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter du bas. Qu'est-ce qu'il faut pas jeter? Non. Parce que l'ADN, vous allez le trouver dans le sang. L'ADN, c'est dans les globules nucléines. Les globules rouges n'ont pas d'ADN parce qu'ils ont déjà jeté le noyau. Donc, les globules blancs, les glucose, ce qu'on appelle le glucose, qui peut se conserver congelé. Autrement, alors, il faut faire l'extraction de l'ADN. Je ne sais pas si le laboratoire à Engagement fait l'extraction de l'ADN humain. Il est plus tard, mais ça coûte cher. Hein. Je pourrais amener la prochaine fois des kits qui permettent de récolter l'ADN dans la salive et de conserver. Et on va intégrer l'ADN dans la salive. On va ouvrir la sécurité. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur la biosynthèse, qu'est-ce qu'on faisait pour faire le diagnostic anténatal de la drépanocytose. On prend les cellules que le futur sphère des cellules dans le liquide amniotique où il nage, il boit, et tout, il fait caca, et on prend ces cellules à lui, on va l'étudier, on va extraire l'ADN de ces cellules et on va voir s'il n'y a pas la mutation de la drépanocytose. Donc, vous voyez, tout ceci va nous amener à la nécessité d'avoir des banques de matériel biologique, que ce soit l'ADN, que ce soit les on a une banque psychologie et des banques qu'il faut vraiment privilégier. Et c'est important pour nous parce que ça va nous permettre d'étudier nos populations et de les connaître beaucoup mieux, même si nous ne serons pas là. Mais d'ici 20 ans, on dira, les Congolais qui ont vécu en 2025, ils avaient des mutations à cause de l'environnement. Par exemple, ceux qui sont dans les mining, enfin, c'est des raisons scientifiques, hein, peuvent avoir des mutations qui vont expliquer pourquoi ils développent plus de cancer. Vous vous rappelez, enfin, bon, vous le verrez probablement dans les pathologies, ce qu'on appelle des gènes, des oncogènes, qui favorisent la transformation des cellules en tumeurs. C'est lié aussi à l'environnement, l'exposition à des produits toxiques, etc. Donc, si vous regardez les ADN de notre population 2025, par exemple au Katanga, on va comparer avec l'ADN des populations qui ont vécu en 2050, on va trouver des différences. Peut-être qu'on va trouver des mutations qui expliquent pourquoi maintenant nous avons beaucoup d'aplasie médulaire. Bon, je ne vais pas vous retenir sur ça, c'est passionnant, on en parle, mais je voulais vous laisser quand même avec ces notions, choses essentielles. Alors, nous continuons. La génétique, vous vous rappelez, je l'ai dit au début de ce cours, nous devons nous rappeler que nous avons tout bagage héréditaire. Le génome nucléaire, le génome mitochondrial. Je vous ai donné des exemples, mais c'est important. Les mitochondries, c'est l'énergie. Donc, en général, la mutation qui touche les mitochondries vont être à la base de problèmes d'énergie, des cellules, des tissus. Et alors, il y a une phrase qui a été dite depuis longtemps, justement, on disait que l'ontogenèse rappelle la phylogenèse, c'est-à-dire la façon dont nous nous développons dans le ventre de nos parents rappelle aussi la façon dont nous nous sommes développés sur la Terre. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on a vu le cours, on a parlé des prokaryotes et des eucaryotes. Nous sommes des êtres humains eucaryotes. Les prokaryotes sont les bactéries. Vous vous rappelez, on avait dit que la vie, apparemment, elle a commencé dans l'eau.
C'est pas pour rien que tout le monde va sur les planètes. On dit, ah, on a trouvé sur la planète Mars de l'eau et tout. Parce qu'on dit que si on trouve de l'eau quelque part, on va trouver la vie. L'eau, là, l'eau, c'est le cytoplasme. Vous vous rappelez, on avait parlé des plasmides et des mitochondries. Je vous dis qu'apparemment, les mitochondries sont des êtres qui n'étaient pas dans la cellule, qui ont envahi la cellule, qui sont restés dedans. Les plasmides qui donnent au microbe la capacité de résister contre certaines bactéries. Ce sont un bagage génétique supplémentaire qui va dans l'océan. Vous vous rappelez, on a vu la structure, on a dit que le noyau, c'est le cerveau. Il est entouré d'une mer, on a dit l'océan, c'est le cytoplasme. Et nous, dans le ventre de la maman, ce cytoplasme-là, c'est le liquide amniotique. Donc, vous voyez, nous avons commencé à naître pour plus tard. Vous avez fait l'embryologie, non, en gynécologie, le spermatozoïde qui se lie à l'ovule, et puis il commence à se diviser. Morula, ce sont des zygotes 2, 4, 2, 4, 8, 16 et 12, 32, et ça continue jusqu'au moment où on va avoir l'être vivant que nous sommes. C'est très passionnant de voir justement l'image entre le développement social, l'ontogenèse, avec la phylogénèse. L'homme, la vie a commencé dans la règle. On dit que nous étions des quadrupèdes. Nous sommes sortis de l'océan, quadrupèdes, et puis on a appris à se mettre debout, on devient des bipèdes, et des bipèdes, on a appris à marcher. C'est ça l'évolution de l'homme. Attention, hein, ce sont des théories. Mais pour illustrer cela, nous allons terminer avec ça. C'est que, vous me rappelez, je pense, je ne sais pas si vous l'avez dit, hein, parfois j'oublie que ce n'est pas à vous de donner cette notion-là. Vous n'avez qu'à parler, vous ne savez pas avant, ce n'est pas à nous, c'est le méchant. Donc, j'ai dit que nous vivons, oui, je l'avoue, je me l'ai dit, j'aime bien cet exemple, je dis tout le temps, nous sommes tous, je pense à définir le chromosome et c'est dit, hein, de la canne. En hématologie, nous avons des cellules qu'on appelle petits pluripotent. Les cellules, là, si vous mettez la lignée, les produits, non, pas ça, les gènes souches. Non, ça, c'est une souche en besoin d'une qui commence déjà, elle se retrouve dans des environnements différents. Donc, il va avoir le rame, l'autre, il n'aura pas le rame, et ainsi de suite. C'est la même chose pour avoir trois unités. Il y aura la rouge, l'autre va être dans la série blanche. Vous allez voir, par exemple, le blanc. Non, ok, et puis, les globules blancs aussi, vous allez voir plus tard, vont se distinguer en d'autres filions, d'autres familles. Les autres vont dire, nous sommes les aussi. Vous avez la là, nous sommes des nous sommes les autres. Vous voyez, à partir d'une cellule unique, on a eu plusieurs races. C'est passé aussi avec nos nations. Adam, ça, quelqu'un n'entre pas. Nous sommes tous de change selon l'environnement.
quand vous vous retrouvez, vous n'avez qu'à remarquer les pauvres Africains noirs, quand ils sont dans les pays du Nord, en Norvège et tout, ils ont tous une peau plutôt claire. Lorsque vous vous retrouvez dans le désert, ici, la réalité, c'est les chiffres qui comptent pour comprendre en fait les différences qu'il y a entre les différentes populations. Alors, la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est celle qui nous permet d'aller repérer, d'aller creuser, d'aller voir les méthodes fossiles que nous avons dans nos ADN. C'est grâce à la biologie moléculaire que nous pouvons dire que nous tous, nous avons des ancêtres communs. Nous sommes différents, nous sommes tous les mêmes. Il y avait une exposition il y a quelques années, il y a 15 ou 20 ans, en Europe, hein, ça a circulé. Là où on voudrait, c'était là où on disait Out of America. Je pense que vous avez vu un film. Out of le sous Sénégal, il va y avoir aussi un centre de culture générale. Out of America. Qui montrait comment la vie, elle est née de l'Afrique. Et là, il est là. Là, on commençait à accueillir les autres continents. Fonction aussi, vous savez que le continent, c'était le Gondwana. C'était un gros bloc. Et puis, avec la dérive des continents, ça a commencé à se séparer. La température a commencé à changer. C'est vraiment passionnant, hein, d'étudier la population, hein. C'est vraiment beau, hein. Parce qu'on va comprendre que ça a pris du temps, hein, des millénaires d'années. Les populations se sont séparées. Les populations, quand le continent arrive, ça c'est les arts sont partis à gauche, les autres à droite, les deux fils l'un va à gauche, l'autre à droite, et puis c'est une formation différente. C'est ce qui s'est passé avec la dérive des continents. Il y avait un film qui là, non seulement un film, c'est même un livre, Out of Africa, pour dire que la vie a commencé de l'Afrique. C'est là qu'on a étudié nos ancêtres communs, on les a retrouvés là-bas. L'être humain sommes tous différents, nous sommes les mêmes. D'ailleurs, quand nous regardons génétiquement parlant, dans la même famille, nous n'avons pas les mêmes allèles. C'est pour cela, pour faire un organe, il faut chercher quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans la même famille, mais qui aura ce qu'on appelle le système HLA. Ils n'auront pas le même groupe sanguin, même dans la même famille. Mais nous avons quand même des similitudes, nous avons des choses qui nous donnent un air de famille. Ces choses qui nous donnent un air de famille dépendent souvent de l'environnement. C'est un peu dans le milieu où nous vivons que nous avons cet air de famille. Voilà. Et donc, je vous propose, si vous voulez faire comme exercice, faire une comparaison entre deux groupes selon le degré de proximité, hein. Bon, ceux qui feront vraiment la génétique des populations pourront faire ça. Vous vous dites, bon, je vois un peu la différence qu'il y a entre les gens qui sont sur le Kilimandjaro et les gens qui vivent dans les plaines. Ça, c'est beau, hein? Il y a beaucoup de travaux. Par exemple, justement, au Mali, les Dogons vivent dans la plaine et ils n'ont pas la drépanocytose. Donc, les Dogons vivent, non, je pense que les Dogons vivent justement dans les collines. Ils n'ont pas la drépanocytose. Mais dans les plaines vivent les peuples. Oui, c'est ça, les peuples qui élèvent les vaches et tout, c'est ça. Eh bien, il y a une différence. C'est pour ça que vous pouvez faire cet exercice-là, si vous voulez bien. Vous prenez une population géographiquement située à un endroit et vous ressortez les différences de cette population avec les autres. Là, donc, l'intérêt de la génétique des populations. Nous continuerons demain. Demain, donc, nous commencerons à 10 heures pour vous. Et on va essayer de terminer la génétique des populations demain. Voilà. Bonne soirée.